Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Excite les cours d'eau et les mares. Kamoussou, Boto et Yamoussa, deux villages de la région de Kédougou, bénéficient désormais d'un système correct d'approvisionnement en eau potable. Le PUDC intervient dans la zone afin de rendre plus facile l'accès aux liquides précieux à ces populations de cette région du sud-est du Sénégal. Et puis Kaffrine, sous les eaux, les premières pluies ont causé d'énormes désagréments dans la ville. Près de 180 mm ont inondé la région. Les populations ont vécu le pire et le soutien et les assurances de l'État n'ont pas manqué. Même scénario à Kaolat où s'est également rendu le Méridien Farbassar. Il a 11 ans, il est le plus jeune élève à décrocher le brevet de fin d'études moyennes. Il habite Thiès. Alfred Amoudou Mango, c'est son nom, premier de sa classe et 8e de son centre. Un génie en herbe que nous allons découvrir dans cette édition. Retour aux sources pour les enfants d'émigrés. Ils ont grandi ailleurs. Ils sont venus se ressourcer dans les villages d'origine de leurs parents. Un matin, par exemple, cet acte est de plus en plus dans les habitudes pour éviter l'acculturation. C'est le reportage du jour. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu en audience un émissaire du gouvernement saoudien. L'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal était également au palais de la République pour faire ses adieux au chef de l'État. En fin de mission, il a été fait commandeur dans l'Ordre national du Lion. Auparavant, le président Macky Sall avait reçu le commissaire européen en charge de la migration. La synthèse d'Aboubakr Khan. Dimitri Avramopoulos conduit une délégation de l'Union européenne au Sénégal. Le commissaire chargé des migrations, des affaires intérieures et de la citoyenneté est en mission pour le renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique sur des questions migratoires et sécuritaires. L'objectif de ma mission ici, tout d'abord, c'est d'établir une coopération très étroite pour mieux gérer la migration et de l'autre côté pour renforcer notre coopération sur le plan de notre combat contre le terrorisme. Sénégal est un pays démocratique, moderne, stable. Sénégal peut jouer aussi un rôle de stabilisateur dans la région. Nous sommes à côté du pays et c'était exactement ça le message que je voudrais aujourd'hui envoyer et transmettre. Et dès aujourd'hui, nous renforçons encore davantage notre coopération. Dans ce rôle de stabilisateur, le président de la République a pris l'initiative de convoquer à Dakar une conférence internationale en octobre prochain sur la migration et le développement. En prenant ce genre d'initiative, le Sénégal est un pionnier dans toute la région pour faire promouvoir la paix, la stabilité, le progrès et le développement. Et le Sénégal, sur ce chemin, n'est pas seul. L'Europe se trouve et va rester à côté du pays. Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal. Au terme de 3 ans de service, Bernard Kampmann est élevé au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Le diplomate dit être marqué par la personnalité du président Macky Sall. Je lui ai transmis la très haute appréciation de son pragmatisme, de la confiance qu'il a placée en moi et dans la coopération avec l'Allemagne. Je crois que c'est une période qui ne se termine pas avec mon départ, mais qui continue avec ce président à la tête de votre pays. C'était vraiment extraordinaire et sans pareil dans le monde. L'émissaire du gouvernement saoudien est lui venu s'entretenir avec le président de la République sur des questions de coopération bilatérale. Il était accompagné de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Dakar. Après la zone sylvopastorale, les populations de la région de Kédougou commencent à bénéficier d'un système correct d'approvisionnement en eau potable. En effet, avec l'intervention du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, certaines localités n'ont plus recours aux cours d'eau et aux mares. C'est le cas de 2 villages, Kamoussou, Boto et Yamoussa. Voici le reportage d'Amadou Maïloum.
Dans cette partie du Sénégal, les populations ont beaucoup souffert du manque d'eau potable. Les cours d'eau étaient dans la plupart des villages la seule source d'approvisionnement en eau. Or, avec la prolifération de sites d'orpaillage ou l'utilisation de produits toxiques aux humains et monnaie courante, on imagine les risques que cela engendre auprès des populations. Nous sommes à Mako, village situé sur l'axe Tambacounda-Kédougou. Ici, sous le pont, coule le fleuve Gambie, seule et unique source d'approvisionnement des populations en eau. On s'y baigne, on y fait la lessive et on y boit depuis toujours. Grâce au programme d'urgence de développement communautaire, un forage a été installé à Kamoussa Boto qui fonctionne au solaire à la grande joie des populations. C'est vraiment un ouf de soulagement pour les populations. Avant, il y avait beaucoup de maladies, des femmes enceintes, des enfants. Mais depuis que les gens ont commencé à se ravitailler à partir de l'eau du forage, tous ces problèmes-là ont été réglés. Il y a cependant une localité dans cette même région de Kédougou où pendant plusieurs décennies, le manque d'eau potable s'est fait sentir le plus. Il s'agit de Yamoussa, à quelques petits kilomètres de Kédougou, mais un patelin dont la piste qui y mène serpente un relief accidenté rendu boueux par la pluie qui est déjà tombée. Ce village semble être même au bout du compte, le bout du monde. À Yamoussa, village situé sous les premiers contreforts du massif montagneux du Fouta Djallon, les populations s'abreuvaient à partir de mares alimentées par l'eau de pluie, une eau saumâtre ou laiteuse qui tarissait dès la fin du mois de mars. Les villageois avaient un problème avec le puits parce qu'il y avait une couche assez importante d'argile qu'il fallait traverser et ils n'avaient pas les moyens de traverser cette couche d'argile. Et donc là où nous sommes, ce qu'on appelle les trous de Yamoussa, c'est là où ils s'approvisionnaient en eau. Avec le trop-plein de l'hivernage, parce qu'il y a une couche argileuse en bas du sable, il y a un trop-plein et c'est au niveau de ce trop-plein qu'ils creusaient au niveau du sable pour avoir le peu d'eau qui n'est pas du tout potable qu'ils utilisaient au niveau du village. L'eau tirée des mares provoquait beaucoup de dommages sur la santé des populations. Il se dit d'ailleurs que Yamoussa envoyait à Nidefelo, commune dont il est rattaché, le plus de malades que n'importe quel autre village. Mais avec l'installation du forage, les populations de Yamoussa sont sorties de notre monde. Pourtant, ce village ne figurait point sur la liste des sites retenus, mais compte tenu de la spécificité de son environnement, il a été décidé de l'intégrer dans le programme. Témoignage émouvant d'une dame de 50 ans qui a vécu jusqu'ici ce calvaire. Vraiment, ça va. La nuit, bon, la pompe est disponible comme la journée. Qu'auparavant, à quelques 4 km d'ici, elle cherchait de l'eau dans un phare à côté. Bon, juste ici, elle quitte les animaux sauvages, domestiques. Après eux, c'est ce qui vient. Bon, vraiment, cette année, depuis l'inauguration de cette forage, elle a été différente de l'année passée. Parce que l'année passée, à cette heure-ci, tous les enfants, chaque semaine, presque 2 à 3 ou bien le nombre de 5 enfants sont à l'hôpital. Mais cette année, vraiment, elle dit qu'alhamdulillah, depuis l'inauguration du forage. Aujourd'hui, à Yamoussa, les jeunes filles qui faisaient les corvées d'eau au point de délaisser leurs études peuvent désormais reprendre le chemin des classes. Mieux, les femmes comptent mettre en place, à côté du forage, un périmètre maraîcher pour produire les légumes dont elles ont besoin et espérer peut-être un jour les commercialiser. Une forte délégation d'investisseurs malaisiens séjourne à Dakar dans le cadre d'une mission économique. Il faut dire que cette mission devrait permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. C'est sur initiative de l'ambassade de Malaisie au Sénégal, en collaboration avec le bureau économique de l'ambassade du Sénégal en Malaisie. Ce matin, un forum a réuni les opérateurs malaisiens et leurs partenaires du secteur privé sénégalais. Alassane Diédhiou. Avec un volume d'échanges commerciaux de plus de 30,9 milliards de francs CFA en termes financiers, dont 27,9 d'importation et 3 milliards d'exportation, la balance commerciale entre le Sénégal et la Malaisie reste largement défavorable à notre pays. Le Sénégal, il faut le souligner, pointe à la 20e place des partenaires commerciaux africains de la Malaisie et à la 6e place au niveau de la sous-région.
C'est pour corriger cet état de fait, à défaut d'inverser la tendance, que ce forum économique réunissant investisseurs et hommes d'affaires sénégalais et malaisiens a été organisé sous l'égide de l'ambassadeur du Sénégal à Kuala Lumpur, son Excellence Adrien Diop, et l'ambassadeur de la Malaisie à Dakar. Quand on sait que le plan Sénégal émergent PSE, dans un des objectifs majeurs, entend multiplier par 2,5 le volume des exportations, on prend la pleine mesure des enjeux sur le plan des stratégies commerciales visant à impulser une balance commerciale structurellement déficitaire. L'analyse des statistiques de notre économie avec la Malaisie montre un commerce extérieur avec la Malaisie autour d'un volume d'échange de 30,9 milliards de francs CFA en 2014, mais très largement en faveur de la Malaisie. Puisque, comme vous le savez, sur ces 30,9 milliards, les 27 milliards sont constitués par les importations et seulement 3 milliards d'exportations du Sénégal vers la Malaisie. Et si nous regardons les 27 milliards d'importations, c'est essentiellement l'huile de palme. Cela veut dire simplement que nos secteurs privés aussi doivent s'inspirer sur le modèle malaisien de production, de transformation et de commercialisation de l'huile de palme. Puisque dans le projet stratégique, si nous regardons dans l'histoire, c'est dans un temps très court qu'ils ont pu se positionner parmi le premier ou le deuxième producteur derrière l'Indonésie sur la production d'huile de palme. Certes, les exportations sénégalaises se sont accrues de 247% entre 2010 et 2014, mais portent malheureusement sur une gamme limitée de produits et cette mission, justement, nous permettra de diversifier. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame l'ambassadeur, ce sont des minerais, le coton, les mangues fraîches ou séchées que nous exportons essentiellement vers la Malaisie et nous devons pouvoir diversifier cela. Étape importante et incontournable, les partenaires privés malaisiens et sénégalais ont eu des rencontres B2B. Auparavant, par le biais des agences de promotion des investissements et des exportations, l'APIX et l'ACPES côté sénégalais et Matraed côté malaisien, les participants ont eu droit à des exposés illustrés par des supports en slides et vidéos sur les possibilités qu'offrent leurs pays respectifs en termes de facilité pour les investissements et échanges commerciaux. Et Kaffrine est inondée. Quelques 180 mm de pluie ont plongé la population dans le désarroi total. Le ministre de l'Habitat et du Cadre de Vie, accompagné d'une forte délégation, a fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Le ministre a rassuré les victimes et a proposé des solutions. Claire Diop. À peine tombées, voilà que les premières pluies ont fini d'installer les populations de Kaffrine dans la psychose totale. Le décor est désolant, des quartiers entiers sous les eaux. De nombreuses familles dorment à la belle étoile avec les quelques affaires qu'elles ont pu sauver. À l'arrivée de la délégation, les sinistrés ont exprimé toute l'angoisse qui les habite. Je comprends la colère et l'angoisse existentielle qui étreignent les populations de ma ville. 175 mm en un jour à Kaffrine, 180 et quelques à Malémodar et Nganda où la route est coupée. Ça, c'est de nature à créer un traumatisme. Face à une telle situation, le gouvernement réagit. Diène Farbassar, en bon sapeur-pompier, est venu faire l'état des lieux et rassurer. Les réalisations faites récemment ont semblé insuffisantes. Face à la furie des eaux, les digues se sont affaissées par endroits. Nous avons pu quand même régler beaucoup de problèmes, construire des digues et des diguettes, des bassins de stockage, l'élargissement aussi, 185 mm dans les régions, dans les localités environnantes, plus les 175 mm de pluie de Kaffrine, mais ça fait beaucoup. Et donc on me dit que depuis 10 ans, il n'a pas aussi plu. Diamaguène Centre, Diamaguène Ndiobène, Kaffrine Centre, les points critiques de la commune. Une situation endémique auquel le gouvernement va apporter des solutions à court terme pour soulager les victimes. Nous allons mettre en place 2 bassins supplémentaires, excaver les autres bassins qui existaient, recréer des digues de protection, renforcer les digues existantes, créer encore des diguettes. Tout cela donc, pour vraiment sécuriser Kaffrine pendant la saison des pluies. À l'heure où je vous parle, notre espoir est indescriptible. Et nous avons pleine conscience que si les mesures à court, moyen et long terme envisagées par les techniciens et annoncées par M. le ministre Diène Farbassar sont mises en œuvre, les maisons seront libérées.
Seront libérés aussi la RN6, la RN1 et les routes de Nganda et Sorkhogne. Les habitants pourront vaquer plus librement à leur occupation. Dans le long terme, un diagnostic approfondi est fait. Une restructuration est prévue. Aussi, le déplacement de certaines populations pour éviter ce genre de situation dans le futur. Après Kaffrine, le ministre Dian Farba Sarr s'est rendu à Kaolack. Là aussi, les eaux de pluie ont fait des dégâts. Le gouvernement va prendre des mesures, assure-t-il. Nous l'écoutons. À Kaolack, l'année dernière, nous étions là en situation de référence. Nous avons quand même financé pour 100 millions de curage la bande d'Aouzou qui est derrière moi, y compris. Et donc, actuellement, nous sommes venus avec les autorités locales, le gouverneur que je félicite au passage, et aussi le préfet et la mairie pour le travail déjà accompli. Parce que me semble-t-il, ils l'ont dit tout à l'heure, ils ont curé manuellement. Et là, nous sommes venus pour curer mécaniquement avec nos moyens. Et le besoin exprimé s'évalue à 1000 litres de carburant. Le curage, bon, bien sûr, de la bande d'Aouzou, que nous avions effectué l'année dernière avec 25 millions, bien sûr. Les tranchées de drainage que nous allons créer, des ralentisseurs de crue certainement, des bassins de dissipation certainement, que sais-je, mais de toute façon, on va travailler. Il y aura des descentes électriques aussi, des descentes électriques, parce qu'avec les électropompes, il faut des descentes électriques. Il nous faut des tuyaux Anaconda. Le marché a été lancé par le bureau, par les sapeurs-pompiers, pour une valeur de 100 millions. Et donc, nous serons en contact avec le bureau, la DCMP, la direction des marchés, et vraiment pour diligenter la procédure. Après la bande d'Aouzou, nous allons visiter bien entendu Tchofak, nous allons visiter aussi Khahoun et tous les points critiques, les points noirs comme je les appelle, donc les points endémiques. Il y en a beaucoup au Sénégal, ces points endémiques, parce que généralement les quartiers se trouvent dans des cuvettes. Et donc là, je pense que ça pose problème. Il faut des restructurations de quartiers. Nous y sommes, je suis avec la DARZI. Les inondations, on ne doit pas les gérer avec émotion, mais bien au contraire avec sérénité. Parce que simplement, c'est un phénomène mondial, un phénomène universel. Beaucoup de choses ont été faites dans les inondations, 70 milliards, je l'ai dit, sur un plan décennal de 700 milliards, bien entendu, nous avons fait les 10%. Mais ce qui est important, que les Sénégalais sachent que le président Macky Sall est très conscient de leurs problèmes. Le diabète, l'hypertension artérielle et les affections bucco-dentaires arrivent en tête des maladies non transmissibles chez les Sénégalais. C'est ce qui ressort d'une enquête dite STEPS, réalisée pour la première fois dans notre pays. Elle a duré plusieurs mois en différents points du Sénégal. L'étude a permis de mesurer de nombreux facteurs de risque, parmi eux l'obésité, la consommation de sel ou de graisse, le tabac et l'alcool. Oumar Diawa. Une enquête STEPS comporte plusieurs étapes permettant d'apprécier avec finesse les risques sanitaires. L'étude transversale et descriptive a été menée au Sénégal entre août et décembre 2015 sur un échantillon de plus de 6000 personnes de 18 à 69 ans, avec en ligne de mire des maladies en progression. Ces maladies non transmissibles, on peut dire qu'il y a par exemple le diabète, il y a l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, mais également tout ce qui est maladies graves comme des cancers. On sait que c'est lié aussi à certains comportements parfois, à certaines alimentations. Pour se faire une idée précise des facteurs de risque, l'enquête s'est intéressée aux comportements qui constituent une menace sur la santé. Des mesures physiques et biochimiques ont été réalisées. L'un des résultats qui interpelle le plus est la prévalence de l'hypertension artérielle. On a pris certains chiffres en prenant la tension artérielle, en prenant également une goutte de sang pour le diabète. On sait que nous avons à peu près 5-6% de la population globale diabétique. Les résultats de l'enquête donnent une foule d'informations sur les habitudes de consommation, l'obésité, l'usage du tabac, de l'alcool, du sucre, des graisses entre autres. L'étude révèle aussi que la santé bucco-dentaire n'est pas des meilleures. Après 60 ans, près de 80% de la population a des caries dentaires. Pose le problème de l'hygiène dentaire, le problème aussi peut-être d'autres facteurs de risque. S'il y a des facteurs de risque non modifiables comme l'âge, il y en a d'autres sur lesquels il est possible d'agir.
parmi lesquels le renforcement de la réglementation et de la commercialisation et de la promotion inappropriée des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, des substituts de lait maternel, des aliments de complément et des aliments de consommation générale par les populations. Les résultats de cette enquête vont servir à la prise de décision. Ils donnent déjà une indication précise des facteurs de risque de maladies non transmissibles. Le travail a pu être mené grâce au soutien de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ainsi que d'autres partenaires. Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, a inspecté ce matin les 400 véhicules restants du premier lot réceptionné déjà et destiné aux maires du Sénégal. Il s'agit de faire le point avec l'entreprise TSE concernant l'état des véhicules. Le coût global est de près de 3 milliards. Luis Bitsa. Le ministre de la Gouvernance locale au volant d'un des 400 véhicules destinés aux maires. Inspection, vérification de l'état de l'ensemble de la carrosserie. Résultat des courses, le produit est adapté, conforme à la commande de l'État. C'est un lot important parce que c'est le plus grand lot. D'un montant environ 3,8 milliards, représentant 400 véhicules. Donc il y a 400 maires qui attendent avec beaucoup de plaisir de recevoir ces véhicules parce que ce sont des véhicules de très très bonne qualité, de très haute facture, mais aussi des véhicules très adaptés au travail de terrain qui attend les collectivités locales et les exécutifs locaux. Vous savez que la gestion de proximité est une gestion de terrain et quand on a des véhicules comme ça, vraiment on a ce qu'il faut pour aller donc vers les populations de la manière la plus proche possible. Satisfait, le ministre l'est à la lumière du résultat obtenu. Certains véhicules sont déjà prêts, d'autres en train d'être montés et réajustés. Ces 400 véhicules vont être attribués aux maires non bénéficiaires du premier lot. L'État, dans son rôle d'appui et d'assistance et d'accompagnement aux exécutifs locaux, avait effectivement décidé de doter chaque maire d'un véhicule. Et vous savez très bien que le véhicule est un moyen de travail important pour un exécutif local parce que le travail de maire est un travail de proximité, c'est un travail de terrain. Quand on n'a pas un moyen de locomotion, on l'exerce difficilement. Par conséquent, vraiment, je crois que l'utilité sera effectivement donc appréciée par les populations qui désormais, avec ces moyens-là, verront effectivement de manière permanente leur maire, surtout dans les zones rurales où les villages sont assez éclatés. Pour l'entretien des véhicules, l'entreprise TSE Automobile donne toutes ses garanties. Donc, comme le ministre est satisfait, nous aussi nous sommes très satisfaits. Concernant ce qu'il dit pour les collectivités locales, pour les maires, donc on a un TSE Automobile. Il y a des garanties là-dessus. À partir, je pense, de 50 000 km, il faut qu'ils viennent pour faire les vidanges, les visées. À tous les maires, la tutelle recommande l'utilisation des véhicules dans des conditions optimales en termes de vigilance sur l'entretien. Élection Kolda pour parler de cette session de formation des élus locaux des régions de Kolda et Ziguinchor, mais également Sédhiou sur la passation des marchés publics. Cette session de formation qui a réuni plus de 150 participants a permis de renforcer les capacités des élus de la Casamance dans ce domaine. C'est une initiative du PPDC et de la Géroute. Voici le reportage d'Abdoulaziz Ban. Ces élus locaux sont venus de différentes contrées de la Casamance pour prendre part à cette session de formation. L'objectif est de renforcer leur capacité en matière de lancement des procédures de passation de marché. Doter l'ensemble des participants, à savoir les élus locaux, pour un peu avoir une idée claire et précise sur l'ensemble des textes qui ont été, disons, pris en application avec le dernier code des marchés publics, donc pour permettre à ces 10 participants d'avoir en tout cas une mainmise sur l'ensemble des modifications qui ont été apportées par le code. C'est important de capaciter ces collectivités locales qui doivent normalement passer des marchés sur les innovations du code des marchés publics. Et ça, c'est très important et ça entre dans le cadre de la bonne gouvernance.
Initiée par le PPDC et la GEROUTE, la session de formation a permis aux participants d'acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine des procédures de passation de marché, une initiative dont l'importance a été magnifiée. La définition d'un marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché public? Quel est le processus de passation des marchés publics et les différentes méthodes d'appel d'offres. Donc tout ça, ça a été très clair dans la tête de tout un chacun des participants. Et je crois que ça va nous permettre de mieux accomplir notre tâche. Nous osons dire que nous sommes suffisamment outillés pour vraiment participer à la planification, pour mettre en place en tout cas les cellules, prendre les arrêtés, mettre les commissions de passation de marché et librement chacun va faire son travail dans les règles de l'art. On est à la 4e et dernière session de formation sur la passation des marchés de travaux et la gestion de l'entretien routier par niveau de service. Les rapports d'évaluation, le lancement, l'attribution, la signature du contrat, on voit que vraiment il y avait un grand problème. On vient de former 151 personnes. Au sortir de ces sessions de formation, il est attendu de ces élus locaux une restitution au niveau de leurs communes respectives. Sonacos SA remplace la SUNEOR. La toute nouvelle appellation a été annoncée au public lors d'une conférence de presse et c'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration de la dite boîte. Pendamo pour plus de détails. Après la séparation à l'amiable le 27 octobre 2015 avec l'actionnaire majoritaire Abbas Jaber, l'État décide alors de prendre en main la SUNEOR. Des réflexions sont entamées pour aboutir à un nouveau plan de relance de la société. Premier acte posé, la nomination des dirigeants de la boîte le 4 mai 2016 et ce mardi 26. Un autre acte est posé, il s'agit de la nouvelle dénomination de la société. L'Assemblée générale des actionnaires a décidé en toute souveraineté de changer le nom de la société. Donc à partir d'aujourd'hui, SUNEOR est morte, vive Sonacos SA. Donc Sonacos SA ne signifie que c'est un nom de marque. Sonacos SA. Et nous gardons le logo de la société Sonacos. Donc ça veut dire que le logo de SUNEOR n'est plus valable. Quelles sont les raisons qui expliquent ce changement d'appellation? Le personnel, à l'unanimité, nous a exprimé le désir de voir le nom de la société changer. Parce que pour eux, le nom de l'ancienne société leur rappelait trop de mauvais souvenirs. Et ils ont dit que pour l'ensemble des personnels de SUNEOR, et même particulièrement de ses partenaires, les producteurs, les acteurs, le nom de Sonacos était demeuré dans les cœurs. Et nous avons rétabli aujourd'hui le nom des cœurs qui correspond à l'aspiration profonde des personnels, soutenus par la direction, soutenus par l'ensemble des autorités de l'État et l'ensemble des actionnaires. Lors de ce face-à-face avec la presse, les patrons de la toute nouvelle Sonacos SA ont apporté d'autres précisions portant sur le capital et sur les autres points devant composer le tout nouveau plan de relance de la société Sonacos SA. Il est cette année le plus jeune candidat à avoir obtenu le BFM. Alfred Amadou Mango a 11 ans seulement. Il habite à Thiès. Ses parents, 2 enseignants, lui ont fait sauter des classes très tôt. Initié à la lecture, le jeune Alfred Amadou Mango est premier de sa classe et 8e de son centre d'examen. Notre reporter Céline Alunfal est allé à sa rencontre. Nous l'avons rencontré à Thiès, où il vit avec ses parents au quartier Parcelles Asseni. Alfred Amadou Mango a 11 ans. Il vient d'obtenir son BFM avec une moyenne de 13. Il est 8e de son centre. Je l'ai bien préparé, j'ai assez révisé, surtout avec mes parents, que je ne pourrai jamais remercier au plus grand jamais. J'ai assez révisé, surtout avec l'aide de mon petit frère, qui était mon compagnon de travail.
on révisait ensemble. L'encadrement de ses parents a été décisif. J'ai fait le pari peut-être de lui faire directement la classe de 5e. Et là, il a suivi parce qu'il était 2e de sa classe. Je voulais qu'il fasse la 3e, je lui ai fait sauter la classe de 4e. Et en 3e, c'est là peut-être qu'il a réalisé ses meilleures performances parce qu'il s'est retrouvé premier de la classe. Je l'ai encadré en mathématiques. Il avait sauté la classe de 4e pour faire la 3e. Donc il y avait un programme à réviser, à apprendre même pas à réviser. Je l'ai aidé en cela puisque j'ai fait la série scientifique, j'ai eu le bac S2. Sa mère enseignante l'accompagne dans les matières scientifiques. Son père, enseignant littéraire, l'a initié à la lecture très tôt. Trop tôt pour certains. Je l'ai inscrit à la bibliothèque, il avait 6 mois. Les gens riaient de moi. Je leur ai dit, mon objectif, ce n'est pas qu'il lise, mais qu'il s'amuse avec les livres. Et des Toubabs m'ont trouvé là-bas. Ils ont fait une commande de livres en plastique. Ce qui fait qu'il commençait à prendre. J'ai dit à Sam, il se met à goûter. Parce que pour moi, le livre est une nourriture. Un élève brillant. Certains chuchotent même que c'est un surdoué. Il n'est pas un surdoué. S'il ne travaille pas, il va chuter. Sérieux, certes, mais à l'image de beaucoup d'enfants de son âge, il aime jouer. Et parfois, il me joue des tours dans la maison, il disparaît subitement. Je suis en train de chercher, passer par là, parce qu'il joue trop, Je me dis même qu'il n'a pas utilisé tout son potentiel. J'aime jouer au foot et utiliser ma machine, mais aussi j'aime courir. Parfois, les voisins me disent d'arrêter, sinon je vais me blesser. Mais je crois que c'est dans mon sang parce que mon père était un athlète. Calme, à la limite timide, mais ses camarades taquins ont intérêt à se tenir à carreau. Parce que sa petite taille fait que quand il est dans une classe où peut-être les gens ont 4 ans, 6 ans de plus, il est des fois belliqueux pour s'imposer. Le reste, voilà, il ne pose pas de problème. Des enfants de son âge, pour la plupart, sont en classe de CM1 ou CM2. Lui a déjà réussi au BFM à l'âge de 11 ans. Ses vacances ont donc débuté, des vacances bien méritées. Justement, les vacances, une période propice pour un retour aux sources pour de nombreux émigrés. À Matam, ils sont nombreux à venir chaque année avec leurs enfants passer quelques jours dans les villages d'origine de leurs parents. C'est aussi un moyen pour ces expatriés de faire connaître à leurs enfants les valeurs et les réalités africaines. Notre reporter Oumoukal Toumsal est allé à la rencontre d'une famille en vacances à Dankadi. Après-midi de vacances à Dankadi, village à une vingtaine de kilomètres de Ourossogui. Dans la cour des salles, l'ambiance est gaie. Parmi ces enfants, des vacanciers venus de la France. Pour la deuxième fois, Aminata et Fatimata sont au Fouta. C'est bien dans l'ensemble, mais je trouve que ça pourrait être mieux. C'est pas, les gens font pas attention, c'est pas super propre non plus. Sinon ça va, c'est joli, c'est bien. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très différent par rapport à la façon dont vivent les gens. Par exemple, ils sont plus tolérants. Là, il y a plein d'enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas les enfants d'un tel, mais que tout le monde s'occupe des enfants de tout le monde fait attention à tout le monde. Les gens viennent, traversent la maison pour aller dans d'autres maisons, et puis ça pose des problèmes à personne. Donc j'aime beaucoup par rapport à ça en fait. Ici, elles découvrent d'autres réalités, bien différentes de celles qu'elles vivent quotidiennement dans leur pays de naissance. C'est une maison, mais c'est pas la maison d'une famille. D'une famille, papa, maman et les enfants, c'est la grande famille élargie. Tout le monde vit ensemble, alors qu'en France, c'est un peu chacun dans son coin. Oui, j'aime bien. C'est plus chaleureux. Aminata et Fatimata sont venus en vacances avec leur petit frère et leur papa. Pour cet émigré qui vit depuis 25 ans en France, ce séjour est d'un grand apport pour l'éducation de ses enfants. Et moi, je suis persuadé que la culture africaine a sa place dans le monde. Et je tiens à ce que mes enfants puissent s'enrichir de cette culture d'origine, s'il le faut la langue d'origine. Et je suis persuadé que ça sera leur force pour s'intégrer ailleurs, pour s'exprimer ailleurs, pour vraiment faire partie de la société là où ils vivent, c'est-à-dire en France. Dans quelques jours, la famille va retourner en France. Les vacances n'auront duré qu'une trentaine de jours.
On commence juste à, à prendre le rythme de la vie quotidienne, à s'habituer et tout, et qu'on doit déjà repartir. Ça va, mais quand on commence à s'habituer, comme elle a dit, on aimerait bien rester un peu. Des vacances collectives au Sénégal nécessitent d'importants moyens, ce qui ne les rend pas possibles chaque année. C'est pas facile, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Sinon, l'idéal, c'est de faire venir les enfants au minimum tous les ans ou au maximum tous les 2 ans. C'est très enrichissant que les enfants découvrent l'Afrique, découvrent le Fouta, le Sénégal. Matam compte un nombre important d'émigrés. Beaucoup d'entre eux profitent des vacances scolaires pour venir passer quelques jours avec leur progéniture dans leur village. Un moment de découverte pour ces enfants d'expatriés qui parviennent tant bien que mal à allier les 2 cultures. En direction de la conférence internationale de préfiguration du Musée des civilisations noires, le comité d'organisation a fait face à la presse à l'ordre du jour les dernières dispositions pour la réussite de la rencontre Pabounatiawa. Après plus de 2 mois de travaux préparatoires, les comités scientifiques et d'organisation de la conférence internationale de préfiguration du Musée des civilisations noires sont prêts pour la tenue de cette manifestation d'envergure internationale. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Musée des civilisations noires. Ce dernier devait à l'origine se poser comme une continuation du premier festival mondial des arts nègres tenu à Dakar en 1966. La reprise du projet marque la volonté du Sénégal d'inscrire le Musée des civilisations noires au cœur de la promotion de la diversité culturelle. Le patrimoine culturel des civilisations noires, son originalité et son authenticité devraient être visibles et perceptibles à travers les objets et documents exposés. Ainsi donc, le MCN sera une vitrine de l'évolution de toutes les civilisations noires. Dans cette perspective, le Musée des civilisations noires sera au moins sur 2 points unique en son genre. Son ambition première est de remplir une mission qu'aucune institution dans le monde n'a jamais remplie. Ce musée sera, en second lieu, un espace de commémoration qui marquera à jamais l'aboutissement d'un processus, celui de l'affirmation et de la reconnaissance de l'apport des civilisations noires au patrimoine universel de l'humanité. 147 experts nationaux et internationaux participeront à la rencontre. Ils sont entre autres acteurs culturels, représentants d'États, hommes d'art et de culture. L'ouverture officielle de la conférence internationale de préfiguration du Musée des civilisations noires est prévue ce 28 juillet. En prélude à la cérémonie de distribution des prix aux lauréats du concours général, la Fondation Computerland pour l'excellence a remis cet après-midi sa contribution au ministère de l'Éducation nationale. Cette contribution est composée de livres, d'ordinateurs, de tablettes en plus de 2 chèques pour un montant de 45 600 000 francs CFA. Aminata Mbengue-Fall. Des livres, des ordinateurs, des tablettes en plus de 2 chèques pour un montant global de 45 600 000 francs CFA. Voilà la contribution de la Fondation Computerland pour l'excellence destinée aux lauréats du concours général 2016. Par ce geste hautement symbolique, la Fondation cherche à promouvoir l'excellence dans le système éducatif sénégalais. La Fondation Computerland pour l'excellence prend en charge les livres destinés à la récompense des lauréats pour un montant de 20 millions de francs CFA, 40 ordinateurs portables destinés à la récompense des lauréats pour un montant de 8 millions, 100 tablettes numériques destinées à la récompense des lauréats pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Les autres dépenses liées à l'organisation pour un montant de 12 600 000 francs CFA. À cette prise en charge viennent s'ajouter 2 bourses d'excellence que la Fondation octroie annuellement aux 2 meilleurs lauréats du concours général. Les organisateurs magnifient cet acte de haute portée. La promotion de la réussite dans toutes les disciplines et particulièrement dans les disciplines scientifiques est une œuvre de longue haleine. Le gouvernement du Sénégal fait des efforts
mais compte aussi sur le soutien des partenaires pour relever ce défi. Et parmi ces partenaires, nous pouvons compter M. Thiam de Computerland pour l'excellence. Pour les élèves et leurs parents, ce don de la Fondation Computerland pour l'excellence est un exemple à suivre. Aujourd'hui, on est tellement content de pouvoir assister à cette cérémonie. Et nous félicitons aussi Computerland pour l'excellence de toutes ces actions humanitaires qu'elle a toujours fait pour l'école sénégalaise. C'est une satisfaction totale pour l'ensemble des lauréats et aussi pour toute la nation sénégalaise et pour aussi les futurs lauréats, Inch'Allah. C'est une motivation pour tout le monde. C'est juste que Boucha Blay Thiam, responsable de Computerland, a fait pour nos enfants, pour ses enfants et pour les enfants de la nation. Donc nous les remercions et appelons à toutes les fondations d'imiter M. Thiam, d'unir cette fondation pour le bien de l'éducation. Accompagner l'éducation sénégalaise dans son objectif de produire des ressources humaines de qualité, voilà ce à quoi s'attelle la Fondation depuis des années. Pour la cérémonie de remise des prix du concours général prévue ce jeudi 28 juillet 2016, la 50e du genre, elle s'est encore illustrée de fort belle manière. À présent, la rubrique du mardi au cœur de nos cultures, le cheval, comme vous ne l'avez jamais connu sous ses aspects culturels. Ce soir, nous parlons du cheval, de ses poils, ses sabots et même ses urines qui présentent un certain intérêt. Les secrets du cheval, c'est le reportage de Ney Aïdadja. Quand elle s'énerve, Madiop Thiam sait trouver les mots pour l'apaiser. Ne vous inquiétez pas. Dès que je dis « allez Awa », elle comprend et se calme aussitôt. Voilà 15 ans que la relation entre Madiop Thiam et la jument surnommée Awambake dure. C'était à l'âge de 3 mois. Elle s'appelle Awambake Thiam. Je l'aime beaucoup. Cette passion pour le cheval, il la partage avec Momodou. Son long compagnonnage avec les chevaux lui a permis de développer certaines connaissances ancestrales dont il nous livre un secret. Tremper ses mains dans l'urine du cheval permet de prévenir le panache. Les anciens disent qu'il suffit de prélever à un moment le sable du sabot arrière du cheval pour guérir les douleurs lombaires. De même, il suggère de mettre dans son véhicule un poil tiré de la queue du cheval pour prévenir les accidents. Tiamen, dans le département de Louga. Ici, en dépit de la modernité, le cheval reste encore un moyen privilégié de transport. J'ai quitté mon village pour rejoindre une autre localité à 11 km d'ici. J'avoue que je ne me suis pas égaré en chemin, puisque mon cheval était là pour me guider. Mon père quittait Saloum pour aller à Louga et Linguère et le cheval était son principal moyen de transport. En vérité, c'est le véhicule de nos ancêtres. Avoir un cheval est un signe de noblesse. À Mouringaï, Ladjor, tous ces rois avaient un cheval. Malaw, le cheval du héros sénégalais Ladjor, est d'ailleurs très connu. Ladjor a élevé et dressé son cheval Malaw dans le refus. Voilà pourquoi on raconte qu'il n'a pas voulu voir le rail. Ladjor ne voulait pas de la présence française, il leur amenait la vie dure. Quand il a été touché par une balle, le cheval s'est séparé de son mort pour se mettre à l'abri. J'ai un grand-père qui faisait partie de ce groupe et c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Quand la balle a atteint Ladjor sur le front, le cheval a galopé jusqu'à un bosquet où son maître va finalement tomber et rendre l'âme. Jour de fête à Bakel. À l'occasion, les chevaux sortent pour souhaiter la bienvenue aux invités de marque. Les temps ont changé. Jadis, le cheval apparaissait pour l'accueil de personnalités,
Quand on attendait un hôte, on sortait le cheval et lorsqu'un invité de marque repartait de chez vous, vous aviez l'obligation de lui sceller un cheval et de lui donner un jeune accompagnant qu'on appelait Sant. Symbole de noblesse, le cheval est présent dans les mythes fondateurs de plusieurs sociétés. C'est dire donc que la relation entre l'homme et l'animal est aussi vieille que celle entre humains. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est tous les mardis. Radio Chine International fête ce 27 juillet sa première année d'activité au Sénégal. 12 mois qui ont été marqués par un programme varié, allant des questions de société à l'économie en passant par la culture et l'environnement. À la veille de l'anniversaire, l'équipe de la radio a reçu l'ambassadeur de la Chine à Dakar, Aram Dawa. Radio Chine International émet au Sénégal depuis 2009, mais c'est en 2015 qu'elle a pris un nouveau tournant à Dakar. Elle y a ouvert des studios, recruté un personnel local pour que la 102.9 soit essentiellement aux couleurs locales. La radio elle existe depuis 1941 et parle 65 langues. Donc je pense que le Sénégal, vu comment Dakar est très stratégique par rapport à l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'était important que Radio Chine ouvre des locaux à Dakar pour pouvoir parler aux populations sénégalaises et je pense africaines aussi. Je tiens à préciser que Radio Chine International parle français, on diffuse des programmes en français. La radio boucle sa première année d'activité. En plus de Dakar, elle l'émet à Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor, avec des échos qui donnent envie d'aller plus loin. Par exemple, sur notre page Facebook, nous avons quelques 500 000 visiteurs. Nous avons des auditeurs qui nous renvoient aussi leur avis par rapport au contenu que nous leur proposons. Et je pense que nous avons vraiment énormément de programmes et de contenus qui intéressent les Sénégalais, qui parlent d'économie, de santé, de culture, de société. À la tâche, une équipe jeune, mais qui se veut dynamique et professionnelle. Ce sont des journalistes qui sont formés à bonne école. Et nous fonctionnons comme une rédaction normale. Ce que nous privilégions ici à Radio Chine International, ce sont les magazines d'information. Parce que nous avons pensé que c'est un genre rédactionnel qui est en voie de disparition. Et nous traitons de l'actualité africaine, l'actualité internationale, mais il y a aussi une petite page chinoise dans nos éditions, plus le sport. À la veille de leur premier anniversaire, l'ambassadeur de la Chine à Dakar est venu les encourager, mais aussi souligner la relation d'amitié qui sous-tend le tout. La radio internationale de chinois qui s'installe ici est d'une très bonne chose pour une compréhension et une connaissance mutuelle entre le Sénégal et la Chine, entre les pays africains et la Chine. Et je voudrais former mes meilleurs vœux pour une belle avenir de Radio Chine International à Dakar. Faire connaître la Chine au monde, les autres parties du monde aux Chinois, l'objectif de Radio Chine International, elle compte davantage s'y employer à Dakar avec toute l'équipe qui l'accompagne. La douane et la police renforcent leur capacité d'intervention dans le cadre de la gestion des frontières du Sénégal grâce à l'Organisation internationale des migrations avec le financement de l'Union européenne. Une session de formation conjointe s'est tenue afin de permettre de mieux contrôler les frontières entre les deux pays limitrophes. Fatima Tabanelba. Faciliter la libre circulation des personnes et des biens tout en assurant leur sécurité. C'est le but de cette session de formation conjointe en gestion des frontières, dispensée à 27 agents de la police et de la douane, avec l'appui de l'Union européenne et de l'Organisation internationale des migrations. L'Organisation internationale pour les migrations, à travers le projet Appui à la gestion des frontières au Sénégal, financé par l'Union européenne, et qui nous réunit aujourd'hui, s'engage à appuyer les structures responsables de la gestion et du contrôle des frontières à lutter contre l'insécurité le long des frontières. Par ce fait, il contribuera à améliorer la gestion des frontières par le biais d'autres activités telles que la construction de postes frontières conjoints et la fourniture d'équipements mobiles et informatiques. Dans un contexte marqué par la recrudescence du terrorisme dans la sous-région, il est essentiel pour la douane et la police de travailler en parfaite synergie. Les 25 modules de formation dispensés par les éminents experts de qualité venant de la France et de l'Espagne, que nous remercions au passage, permettront sans doute d'acquérir la maîtrise du renseignement par la police et la douane, d'aider les enquêteurs à se familiariser aux techniques d'enquête et d'investigation,
de détecter de faux documents ou documents falsifiés, de renforcer les capacités de nos unités aux procédures juridiques et administratives et au respect des droits de l'homme, entre autres. Cette formation conjointe va permettre à coup sûr de mieux coordonner la surveillance aux frontières et par la même occasion renforcer l'échange d'informations sensibles pour l'évaluation des risques. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène en RDC, au Japon et en France, où des assaillants ont égorgé un prêtre et blessé un fidèle avant d'être abattus par la police. Célina Lunfal. En France, une prise d'otage a eu lieu dans une église de la commune de Saint-Étienne, près de la ville normande d'Oran. Les deux assaillants ont égorgé le prêtre et blessé grièvement un fidèle avant d'être abattus par la police. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le Japon a vécu un de ces massacres les plus sanglants depuis la Seconde Guerre mondiale. Armé d'un couteau, un homme aurait tué 19 personnes selon un bilan officiel et fait 25 blessés dont 13 seraient dans un état grave, dans un centre de suivi pour handicapés. Certaines de ces victimes auraient été attachées. L'auteur du massacre serait un ancien employé du centre âgé de 26 ans. Il a été renvoyé. Cette décision aurait pu motiver son acte. En RDC, le chanteur Kofi Olomide a été interpellé ce mardi. Il a été conduit au parquet et doit être entendu par un juge. Le chanteur est sous le feu des critiques depuis qu'il a été filmé en train de donner un coup de pied à une de ses danseuses à l'aéroport de Nairobi le week-end dernier. Le Kenya a ensuite décidé de l'expulser et la Zambie, où il devait se produire dans les prochains jours, a annulé un de ses concerts. L'artiste a publiquement présenté ses excuses, ce qui n'a pas empêché le début d'une procédure judiciaire. C'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. De l'ambassade de Malaisie au Sénégal, en collaboration avec le bureau économique de l'ambassade du Sénégal en Malaisie. Ce matin, un forum a réuni les opérateurs malaisiens et leurs partenaires du secteur privé sénégalais. Alassane Diédhiou. Avec un volume d'échanges commerciaux de plus de 30,9 milliards de francs CFA en termes financiers, dont 27,9 d'importation et 3 milliards d'exportation, la balance commerciale entre le Sénégal et la Malaisie reste largement défavorable à notre pays. Le Sénégal, il faut le souligner, pointe à la 20e place des partenaires commerciaux africains de la Malaisie et à la 6e place au niveau de la sous-région. C'est pour corriger cet état de fait, à défaut d'inverser la tendance, que ce forum économique réunissant investisseurs et hommes d'affaires sénégalais et malaisiens a été organisé sous l'égide de l'ambassadeur du Sénégal à Kuala Lumpur, son Excellence Adrien Diop, et l'ambassadeur de la Malaisie à Dakar. Quand on sait que le plan Sénégal émergent PSE, dans un des objectifs majeurs, entend multiplier par 2,5 le volume des exportations, on prend la pleine mesure des enjeux sur le plan des stratégies commerciales visant à impulser une balance commerciale structurellement déficitaire. L'analyse des statistiques de notre économie avec la Malaisie montre un commerce extérieur avec la Malaisie autour d'un volume d'échange de 30,9 milliards de francs CFA en 2014, mais très largement en faveur de la Malaisie. Puisque, comme vous le savez, sur ces 30,9 milliards, les 27 milliards sont constitués par les importations et seulement 3 milliards d'exportations du Sénégal vers la Malaisie. Et si nous regardons les 27 milliards d'importations, c'est essentiellement l'huile de palme. Cela veut dire simplement que nos secteurs privés aussi doivent s'inspirer sur le modèle malaisien de production, de transformation et de commercialisation de l'huile de palme. Puisque dans le projet stratégique, si nous regardons dans l'histoire, c'est dans un temps très court qu'ils ont pu se positionner parmi le premier ou le deuxième producteur derrière l'Indonésie sur la production d'huile de palme. Certes, les exportations sénégalaises se sont accrues de 247% entre 2010 et 2014, mais portent malheureusement sur une gamme limitée de produits et cette mission, justement, nous permettra de diversifier. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame l'ambassadeur, ce sont des minerais, le coton, les mangues fraîches ou séchées que nous exportons essentiellement vers la Malaisie et nous devons pouvoir diversifier cela. Étape importante et incontournable, les partenaires privés malaisiens et sénégalais ont eu des rencontres B2B. Auparavant, par le biais des agences de promotion des investissements et des exportations, l'APIX et l'ACPES côté sénégalais et Matraed côté malaisien, les participants ont eu droit à des exposés illustrés par des supports en slides et vidéos
sur les possibilités qu'offrent leurs pays respectifs en termes de facilité pour les investissements et échanges commerciaux. Et Kaffrine est inondée. Quelques 180 mm de pluie ont plongé la population dans le désarroi total. Le ministre de l'Habitat et du Cadre de Vie, accompagné d'une forte délégation, a fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Le ministre a rassuré les victimes et a proposé des solutions. Claire Diop. À peine tombées, voilà que les premières pluies ont fini d'installer les populations de Kaffrine dans la psychose totale. Le décor est désolant, des quartiers entiers sous les eaux. De nombreuses familles dorment à la belle étoile avec les quelques affaires qu'elles ont pu sauver. À l'arrivée de la délégation, les sinistrés ont exprimé toute l'angoisse qui les habite. Je comprends la colère et l'angoisse existentielle qui étreignent les populations de ma ville. 175 mm en un jour à Kaffrine, 180 et quelques à Malémodar et Nganda où la route est coupée. Ça, c'est de nature à créer un traumatisme. Face à une telle situation, le gouvernement réagit. Diène Farbassar, en bon sapeur-pompier, est venu faire l'état des lieux et rassurer. Les réalisations faites récemment ont semblé insuffisantes. Face à la furie des eaux, les digues se sont affaissées par endroits. Nous avons pu quand même régler beaucoup de problèmes, construire des digues et des diguettes, des bassins de stockage, l'élargissement aussi, 185 mm dans les régions, dans les localités environnantes, plus les 175 mm de pluie de Kaffrine, mais ça fait beaucoup. Et donc on me dit que depuis 10 ans, il n'a pas aussi plu. Diamaguène Centre, Diamaguène Ndiobène, Kaffrine Centre, les points critiques de la commune. Une situation endémique auquel le gouvernement va apporter des solutions à court terme pour soulager les victimes. Nous allons mettre en place 2 bassins supplémentaires, excaver les autres bassins qui existaient, recréer des digues de protection, renforcer les digues existantes, créer encore des diguettes. Tout cela donc, pour vraiment sécuriser Kaffrine pendant la saison des pluies. À l'heure où je vous parle, notre espoir est indescriptible. Et nous avons pleine conscience que si les mesures à court, moyen et long terme envisagées par les techniciens et annoncées par M. le ministre Diène Farbassar sont mises en œuvre, les maisons seront libérées. Seront libérées aussi la RN6, la RN1 et les routes de Nganda et Sorkhogne. Les habitants pourront vaquer plus librement à leur occupation. Dans le long terme, un diagnostic approfondi est fait. Une restructuration est prévue. Aussi, le déplacement de certaines populations pour éviter ce genre de situation dans le futur. Après Kaffrine, le ministre Diène Farbassar s'est rendu à Kaolack. Là aussi, les eaux de pluie ont fait des dégâts. Le gouvernement va prendre des mesures, assure-t-il. Nous l'écoutons. À Kaolack, l'année dernière, nous étions là en situation de référence. Nous avons quand même financé pour 100 millions de curage la bande d'Aouzou qui est derrière. Il y a cependant une localité dans cette même région de Kédougou où pendant plusieurs décennies, le manque d'eau potable s'est fait sentir le plus. Il s'agit de Yamoussa, à quelques petits kilomètres de Kédougou. Mais un patelin dont la piste qui y mène serpente un relief accidenté rendu boueux par la pluie qui est déjà tombée. Ce village semble être même au bout du compte, le bout du monde. À Yamoussa, village situé sous les premiers contreforts du massif montagneux du Fouta Djallon, les populations s'abreuvaient à partir de mares alimentées par l'eau de pluie. Une eau saumâtre ou laiteuse qui tarissait dès la fin du mois de mars. Les villageois avaient un problème avec le puits parce qu'il y avait une couche assez importante d'argile qu'il fallait traverser et ils n'avaient pas les moyens de traverser cette couche d'argile. Et donc là où nous sommes, ce qu'on appelle les trous de Yamoussa, c'est là où ils s'approvisionnaient en eau. Avec le trop-plein de l'hivernage, parce qu'il y a une couche argileuse en bas du sable, il y a un trop-plein et c'est au niveau de ce trop-plein qu'ils creusaient au niveau du sable pour avoir le peu d'eau qui n'est pas du tout potable qu'ils utilisaient au niveau du village. L'eau tirée des mares provoquait beaucoup de dommages sur la santé des populations. Il se dit d'ailleurs que Yamoussa envoyait à Nidefelo, commune dont il est rattaché, le plus de malades que n'importe quel autre village.
Mais avec l'installation du forage, les populations de Yamoussa sont sorties de notre monde. Pourtant, ces villages ne figuraient point sur la liste des sites retenus. Mais compte tenu de la spécificité de son environnement, il a été décidé de l'intégrer dans le programme. Témoignage émouvant d'une dame de 50 ans qui a vécu jusqu'ici ce calvaire. Vraiment, ça va. La nuit, bon, la pompe est disponible comme la journée. Qu'auparavant, à quelques 4 km d'ici, elle cherchait de l'eau dans un phare à côté. Bon, juste ici, elle quitte les animaux sauvages, domestiques. Après eux, c'est ce qui vient. Bon, vraiment, cette année, depuis l'inauguration de cette forage, elle a été différente de l'année passée. Parce que l'année passée, à cette heure-ci, tous les enfants, chaque semaine, presque 2 à 3 ou bien nombre de 5 enfants sont à l'hôpital. Mais cette année, vraiment, elle dit qu'alhamdulillah, depuis l'inauguration du forage. Aujourd'hui, à Yamoussa, les jeunes filles qui faisaient les corvées d'eau au point de délaisser leurs études peuvent désormais reprendre le chemin des classes. Mieux, les femmes comptent mettre en place, à côté du forage, un périmètre maraîcher pour produire les légumes dont elles ont besoin et espérer peut-être un jour les commercialiser. Une forte délégation d'investisseurs malaisiens séjourne à Dakar dans le cadre d'une mission économique. Il faut dire que cette mission devrait permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. C'est sur initiative. La migration et le développement. En prenant ce genre d'initiative, le Sénégal est un pionnier dans toute la région pour faire promouvoir la paix, la stabilité, le progrès et le développement. Et le Sénégal, sur ce chemin, n'est pas seul. L'Europe se trouve et va rester à côté du pays. Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal. Au terme de 3 ans de service, Bernard Kampmann est élevé au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Le diplomate dit être marqué par la personnalité du président Macky Sall. Je lui ai transmis la très haute appréciation de son pragmatisme, de la confiance qu'il a placée en moi et dans la coopération avec l'Allemagne. Je crois que c'est une période qui ne se termine pas avec mon départ, mais qui continue avec ce président à la tête de votre pays. C'était vraiment extraordinaire et sans pareil dans le monde. L'émissaire du gouvernement saoudien est lui venu s'entretenir avec le président de la République sur des questions de coopération bilatérale. Il était accompagné de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Dakar. Après la zone sylvopastorale, les populations de la région de Kédougou commencent à bénéficier d'un système correct d'approvisionnement en eau potable. En effet, avec l'intervention du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, certaines localités n'ont plus recours aux cours d'eau et aux mares. C'est le cas de 2 villages, Kamoussou Boto et Yamoussa. Voici le reportage d'Amadou Maïloum. Dans cette partie du Sénégal, les populations ont beaucoup souffert du manque d'eau potable. Les cours d'eau étaient dans la plupart des villages la seule source d'approvisionnement en eau. Or, avec la prolifération de sites d'orpaillage ou l'utilisation de produits toxiques aux humains et monnaie courante, on imagine les risques que cela engendre auprès des populations. Nous sommes à Mako, village situé sur l'axe Tambacounda-Kédougou. Ici, sous le pont, coule le fleuve Gambie, seule et unique source d'approvisionnement des populations en eau. On s'y baigne, on y fait la lessive et on y boit depuis toujours. Grâce au programme d'urgence de développement communautaire, un forage a été installé à Kamoussa Boto qui fonctionne au solaire à la grande joie des populations. C'est vraiment un ouf de soulagement pour les populations. Avant, il y avait beaucoup de maladies, des femmes enceintes, des enfants. Mais depuis que les gens ont commencé à se ravitailler à partir de l'eau du forage, tous ces problèmes-là ont été réglés.
Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Excite les cours d'eau et les mares. Kamoussou, Boto et Yamoussa, deux villages de la région de Kédougou, bénéficient désormais d'un système correct d'approvisionnement en eau potable. Le PUDC intervient dans la zone afin de rendre plus facile l'accès aux liquides précieux à ces populations de cette région du sud-est du Sénégal. Et puis Kaffrine, sous les eaux, les premières pluies ont causé d'énormes désagréments dans la ville. Près de 180 mm ont inondé la région. Les populations ont vécu le pire et le soutien et les assurances de l'État n'ont pas manqué. Même scénario à Kaolack où s'est également rendu le Méridien Farbassar. Il a 11 ans, il est le plus jeune élève à décrocher le brevet de fin d'études moyennes. Il habite Thiès. Alfred Amadou Mango, c'est son nom, premier de sa classe et 8e de son centre. Un génie en herbe que nous allons découvrir dans cette édition. Retour aux sources pour les enfants d'émigrés. Ils ont grandi ailleurs. Ils sont venus se ressourcer dans les villages d'origine de leurs parents. À Matin, par exemple, cet acte est de plus en plus dans les habitudes pour éviter l'acculturation. C'est le reportage du jour. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu en audience un émissaire du gouvernement saoudien. L'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal était également au palais de la République pour faire ses adieux au chef de l'État. En fin de mission, il a été fait commandeur dans l'Ordre national du Lion. Auparavant, le président Macky Sall avait reçu le commissaire européen en charge de la migration. La synthèse d'Aboubakr Khan. Dimitri Avramopoulos conduit une délégation de l'Union européenne au Sénégal. Le commissaire chargé des migrations, des affaires intérieures et de la citoyenneté est en mission pour le renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique sur des questions migratoires et sécuritaires. L'objectif de ma mission ici, tout d'abord, c'est d'établir une coopération très étroite pour mieux gérer la migration et de l'autre côté pour renforcer notre coopération sur le plan de notre combat contre le terrorisme. Le Sénégal est un pays démocratique, moderne, stable. Le Sénégal peut jouer aussi un rôle de stabilisateur dans la région. Nous sommes à côté du pays et c'était exactement ça le message que je voudrais aujourd'hui envoyer et transmettre. Et dès aujourd'hui, nous renforçons encore davantage notre coopération. Dans ce rôle de stabilisateur, le président de la République a pris l'initiative de convoquer à Dakar une conférence internationale en octobre prochain sur la